Bonjour à tous, bienvenue donc sur PharmaBiot, sur la chaîne PharmaBiot, donc avec une nouvelle saison donc qui sera un peu plus comment dirais-je, un peu plus orientée sur le microbiote intestinal, bien que j'interviewerai sûrement donc d'autres confrères et d'autres consoeurs. Aujourd'hui, on va attaquer donc cette séance. On est en plein mois d'août, donc je la remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation avec Krotoum donc Konaté qui est là avec nous aujourd'hui. Et donc Krotoum, bonjour. Bonjour Hicham. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui donc pour cette nouvelle vidéo sur PharmaBiot. On va parler donc du SIBO, d'accord, parce Mhm. que c'est l'objet de ton livre. Je vais commencer donc par te présenter. Après, donc, D'accord. on va parler du SIBO. Tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ces quatre lettres, ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce que ça représente. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont touchés et c'est pas toujours évident à diagnostiquer, mais il y a des spécialistes comme toi pour ça. Et enfin, on parlera un petit peu de ton avenir, de tes projets, et donc on conclura cette émission. D'accord. Alors, on va commencer déjà, je vais commencer par te présenter et puis tu me diras si c'est une bonne présentation ou pas. J'ai regardé un petit peu sur Google, hein, bien sûr, pour voir un peu ce qu'il disait et sur ton profil LinkedIn. D'accord. Krotoum Konaté, donc vous êtes, auparavant vous étiez, enfin vous êtes toujours, mais vous avez commencé par être biochimiste et agronome, pardon, de formation. Vous avez Mhm. travaillé plus de 20 ans dans le domaine donc de l'agroécologie. Mhm. Aujourd'hui, je crois que vous avez fait l'European College of Integrative Medicine, donc la médecine intégrative européenne. Mhm. Vous êtes nutrithérapeute, Mhm. formatrice, experte en microbiote intestinal et SIBO. C'est l'objet donc de notre émission d'aujourd'hui. Et j'ai bien aimé cette phrase. Vous abordez la nutrition de manière globale en reconsidérant le vivant du sol au ventre. J'ai trouvé Ouais. cette phrase vraiment très intéressante. Vous allez nous l'expliquer d'ici quelques minutes. Et enfin, vous êtes auteur. Vous avez sorti très récemment un livre que je trouve très complet sur le SIBO aux éditions Erol. Toutes les choses dont nous parlerons aujourd'hui, comme le livre, les liens seront donc sur la chaîne YouTube. Vous inquiétez pas. Donc le titre, c'est Je me libère du SIBO aux éditions donc Erol. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, vous pratiquez le test respiratoire du SIBO en cabinet. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que vous voulez compléter? C'est à peu près ça. C'est vrai que j'ai travaillé dans le domaine agricole et en fait j'ai été directrice d'un institut de recherche en agriculture biologique, l'ITAB, Hein. pendant plus d'une quinzaine d'années. Et donc je dis agroécologie, mais c'est vrai que ma spécialité était vraiment l'agriculture biologique. Et puis après j'ai switché et je me suis formée à la nutrithérapie. Et vraiment sur des connaissances de la nutrition, mais tout en ayant un regard sur la biochimie, puisqu'en fait, je suis biochimiste de formation. Et aujourd'hui, voilà, je me suis vraiment spécialisée sur tout ce qui est, on va dire, système digestif et microbiote intestinal. D'accord. Alors, expliquez-moi cette phrase. Vous abordez la nutrition de manière globale en reconsidérant le vivant du sol au ventre. Bah oui, mais c'est un peu, c'est la continuité en fait de mon parcours, étant donné que j'ai commencé par l'agriculture, l'agronomie, je m'intéressais au sol, un sol vivant, enfin, donc des aliments qui poussent vraiment dans un écosystème adapté, donc avec ben, des micro-organismes, de faire en sorte que la plante ait tout ce qu'il faut pour pousser. Donc il y a toute cette connaissance du vivant du sol, et du coup d'avoir des aliments de qualité nutritionnelle si possible les plus clean possibles et sans résidus de produits chimiques de synthèse, et de s'intéresser du coup comment ces aliments, s'ils ont poussé dans des conditions idéales, ils peuvent vraiment nous nourrir réellement, nourrir nos cellules et plutôt être bénéfiques et bienfaisants et non d'avoir des aliments, on va dire, plus délétères. Et vu que nous-mêmes, nous sommes des organismes, un organisme vivant, mais avec aussi des micro-organismes, bah, c'est aussi de reconsidérer ces micro-organismes et de s'assurer que cet ensemble d'écosystèmes vivants soit bien nourri. D'accord. J'aimerais savoir pourquoi vous avez écrit ce livre. Je crois comprendre, enfin, je crois savoir un petit peu, puisqu'il me semble que lors de votre précédent travail, on va dire, vous avez donc eu des petits soucis alimentaires.
Est-ce que c'est ça qui vous a poussé, parlez-nous de cette partie-là de votre vie, et est-ce que c'est ça qui vous a poussé à écrire ce livre? Euh, Probablement. J'ai eu effectivement des soucis digestifs. À l'époque, j'étais pas du tout thérapeute, j'étais encore directrice de l'Institut de recherche l'ITAB en agriculture biologique. D'accord. Et bon, c'est vrai que qui dit poste de dirigeant, il y a quand même du stress et tout. Donc là, j'ai commencé à avoir des épisodes vraiment de douleurs, de gastrite ulcérée, etc. Et donc prendre certains médicaments qui peuvent calmer, mais je me disais que c'est pas la solution, d'autant plus que je mangeais plutôt sainement. Donc, je me suis vraiment interrogée comment je pouvais lever ça de manière plus naturelle et comprendre, enfin, de mieux comprendre ces mécanismes. Et de fil en aiguille, ben voilà, c'est vrai que j'étais arrivée à une période de ma carrière professionnelle en me disant qu'est-ce que j'ai envie de faire par la suite. Je dépassais déjà les 45 ans et voilà, c'était un grand carrefour et je me suis dit, bon, ben, j'aimerais bien aujourd'hui, voilà, que j'avais une passion pour l'alimentation, la santé. J'ai fait le choix de switcher, donc de quitter mon poste et de me former à la nutrithérapie et en même temps de revenir à mes connaissances sur la biochimie. Et là, c'est vrai que je me suis du coup spécialisée rapidement après sur les compréhensions des désordres digestifs, puisqu'étant moi-même touchée, je voulais réussir à me guérir en quelque sorte. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai fait la formation ESIM et puis après, je suis allée regarder des formations aussi aux États-Unis et de fil en aiguille, je me suis vraiment passionnée pour le microbiote et j'ai réussi à solutionner mon problème. Et finalement, j'ai compris que ça ne revenait pas finalement que du stress que j'avais. Le stress n'a été qu'un facteur amplificateur, mais c'est parce que dans le passé, quand je travaillais notamment en Guinée-Conakry, j'ai eu des épisodes d'intoxication alimentaire répétés. Et ça, c'est souvent des déclencheurs en fait du SIBO. Mais c'était 10 ans avant. Mais D'accord. on ne s'en rend pas compte, mais souvent les déclencheurs sont sont assez éloignés dans le temps et on ne D'accord. fait pas du tout le lien. Et pourtant, c'est ça, Donc, ça peut être une des causes. donc c'est tout l'objet de l'enquête alimentaire que vous devez mener, je pense, à chaque fois que vous recevez Ouais, un patient. tout à fait, j'insiste énormément dans les questions parce que on a tendance à se dire mais non, mais ça j'ai eu ça une fois, c'est rien et tout, mais le une fois peut vraiment changer la donne. D'accord. Donc, vous parlez effectivement des formations qu'on trouve outre-Atlantique. Je trouve qu'effectivement dans votre livre vous êtes vraiment vous êtes allé très loin, c'est-à-dire que vraiment vous avez été assez exhaustif quand même, parce que j'ai vraiment tout retrouvé dans ce livre par rapport aux formations, par rapport au site, par rapport et ça je tiens à vous en remercier parce que du coup ça rend ce livre encore plus intéressant. Et donc, ça donne vraiment envie de. Enfin, moi, j'étais très très content de le lire parce que j'ai vraiment retrouvé, on va dire, tout ce qui concerne le SIBO condensé dans un livre. Alors, bien sûr, il y a encore plein de choses à dire, mais je trouve quand même que vous avez fait du bon travail, vraiment. Mais, ouais. Alors du coup, l'écriture du livre, comment ça s'est passé? Parce que il y a quand même beaucoup de références, il y a quand même beaucoup vous êtes allé encore une fois très très loin dans les différents types de SIBO, dans tout ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais comment vous avez pu, comment vous l'avez écrit? Voilà. Euh, alors, j'ai d'abord réfléchi un peu au plan, tout simplement, après j'ai échangé avec la maison d'édition. Et disons que j'ai passé beaucoup de temps à éplucher des publications scientifiques, vraiment comprendre ce qu'il y avait dans la littérature scientifique sur le SIBO, sur les formations aussi que j'avais pu faire, etc. Et de m'assurer que ce qui était dit, il y avait vraiment derrière des données scientifiques, quoi. Parce que bon, venant du milieu de la recherche et de l'expérimentation, pour moi, c'était important. Donc finalement, la partie biblio, quand je dis biblio, c'est vraiment de lire, de me documenter et tout. Ça m'a pris un peu de temps. Une fois que ça c'était au clair, j'ai trouvé que le plus difficile, parce que quand on vient de l'univers scientifique, finalement, on est dans un jargon assez spécifique et il se trouve que c'est un livre, ok, qui est très bien aussi pour des professionnels de santé, mais qui est quand même aussi adressé pour du grand public. Mhm. Donc, par contre, ce switch pour justement simplifier cette information,
de lui laisser quand même du contenu tout en étant compréhensible. J'ai trouvé cet exercice très compliqué, personnellement. Après, au fur et à mesure, ça allait, mais au début, je me rendais compte que je planais, entre guillemets, dans ma zone de confort avec un vocabulaire qui n'est pas forcément adapté au grand public, et donc de tout dérouler comme si on s'adressait à un enfant, entre guillemets, qui ne comprend rien. Je trouve l'exercice pas facile, mais finalement intéressant. Donc ça, j'ai trouvé ça finalement un peu difficile, mais bon, je sais pas, les gens donneront leur avis, mais j'espère que ça reste malgré tout assez accessible. Moi, je trouve qu'il est vraiment accessible, surtout pour les personnes effectivement qui sont susceptibles plus de l'acheter, c'est-à-dire les personnes qui sont touchées par le SIBO. Il Ouais, est vraiment accessible. Moi, je trouve qu'il est accessible et encore une fois complet. Donc d'accord, voilà, donc vraiment bien. merci. Qui c'est qui a eu l'idée donc du livre? C'est vous ou c'est la maison d'édition? Comment ça s'est passé? C'est moi, puisque j'avais déjà dans le passé un peu contacté la maison d'édition en disant j'aimerais bien écrire un livre autour du ventre intégratif, enfin la digestion de manière un peu plus globale. Et j'en avais Mhm. discuté avec Anne Guéquière, la directrice des collections. Puis bon, la Covid est arrivée par là et tout, on est tous passés un peu à autre chose. Mhm. Et puis après, elle m'a recontactée en me disant est-ce que je suis toujours partante pour écrire le livre. Et par contre, on l'a vraiment ciblé sur le SIBO, parce que bon, c'est déjà une problématique assez complexe, peu connue. Donc voilà, j'ai fait. Et puis entre-temps, c'est vrai que je me suis vraiment spécialisée dessus. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant écrire sur ce sujet-là, qui est déjà assez complexe, quoi. Tout à fait. Alors, donc, on va maintenant donc passer à la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on Mhm. va rentrer dans le vif du sujet, à savoir donc Ouais. le SIBO. Alors, dans un premier temps, j'aimerais savoir quelles sont les différentes étapes de la digestion d'un aliment. Ah, alors déjà, on oublie, hein, mais il y a déjà le simple fait de regarder cet aliment, de l'apprécier. Là, déjà, on active certaines zones, on va dire, cognitives. Bon, déjà, la première étape, c'est la mastication, de mettre en bouche et de mastiquer. Mhm. Étape qui est vraiment souvent squeezée. Je ne sais pas si ce terme est valable, mais Oui, elle est valable, oui, oui. vraiment, elle est vraiment pas suffisamment respectée. Et la mastication donc est importante pour vraiment bien découper les aliments et commencer à lancer la production de certaines enzymes digestives. On a tous en tête l'amylase salivaire, mais il y a aussi la lipase quand même qui commence là, même si après le fait qu'elle soit active, elle sera active plutôt au niveau de l'estomac, mais il est important quand même de mastiquer. Donc cette étape-là est incontournable. Ensuite, effectivement, les aliments vont traverser l'œsophage et vont arriver au niveau de l'estomac. Estomac, donc, qui est un organe incontournable. Moi, je vois, en plus, moi, j'ai souffert vraiment de douleurs d'estomac, donc c'est vrai que je le bichonne pas mal. Donc, avec sa fonction, notamment de production d'acide chlorhydrique, ok, mais c'est aussi à ce niveau-là que va s'activer le début de la digestion des protéines, notamment avec cette acidité, cet acide chlorhydrique. Donc, l'estomac, souvent, je me dis, si il pouvait parler, il dirait justement, il nous dirait, bon, moi je te demande qu'une chose, c'est de mastiquer. Tu mastiques, après je gère le reste. Parce qu'après, c'est lui effectivement qui va continuer à bien tout découper. Mais moins on mastique, plus on demande en fait à l'estomac de travailler. Donc cet estomac avec cette production d'acide chlorhydrique, et donc, ok, on l'a tous en tête. Et ce qu'on oublie, c'est que cet acide chlorhydrique, il aura aussi pour mission de désinfecter les aliments. Et ça, c'est important par rapport à la compréhension du SIBO. Parce que Mhm. si on se retrouve avec des bactéries, pas des bonnes bactéries ou des virus, des champignons ou autres qui ont pu passer, des parasites qui ne sont pas détruits, alors ils vont être déversés au niveau de l'intestin grêle. Donc, en général, donc l'estomac vide les nutriments. Ça arrive, on parle de vidange gastrique, ça arrive au niveau de l'intestin grêle.
On n'oublie pas aussi le foie qui est aussi impliqué. On reviendra peut-être dessus quand on parlera des causes possibles du SIBO. Mhm. Et l'intestin grêle, c'est un carrefour très stratégique puisqu'il va recevoir, c'est la première partie de l'intestin, il va recevoir le chyme. Enfin, quand on parle du bol alimentaire, c'est vrai que je l'ai un peu mal expliqué. Hein. Quand je mastique et tout, les aliments, ils arrivent au niveau de l'estomac. Ce bol alimentaire est transformé en chyme et ce chyme, donc, il va être déversé au niveau de l'intestin grêle, qui est l'entrée de... Donc, c'est ce qu'on appelait le petit intestin avant dans le passé. Donc, lui, il va être neutralisé et on passe d'un milieu qui était très acide à un milieu qui est moins acide. Donc là, on va avoir des productions de bicarbonate, etc., pour pouvoir neutraliser cette acidité, pour ne pas que l'intestin soit brûlé. Et on a une arrivée aussi massive d'enzymes digestifs qui proviennent du pancréas. Et on a aussi une arrivée d'acide biliaire, de la bile qui est produite par le foie. Donc, c'est vraiment à ce carrefour-là qu'arrivent les nutriments. L'intestin grêle qui accueille tout ça, il a un rôle majeur. Ce qu'on oublie, c'est que c'est quand même lui qui va absorber les nutriments. En gros, ce qu'il faut que les personnes comprennent, c'est que tant que je mets les aliments dans la bouche et donc que je suis dans les tuyaux, donc œsophage, estomac, à l'arrivée de l'intestin grêle, pour l'organisme, c'est comme si c'était l'extérieur pour lui. La pénétration réelle des aliments, des nutriments dans le corps, ça se passe dans l'intestin grêle. Ok. Donc la digestion, en quelque sorte, c'est j'ai un aliment qui est un macronutriment, c'est vraiment des protéines, des glucides, des lipides, etc. Enfin, des macromolécules. Et là, l'idée, c'est de tout dégrader en micronutriments et que ces micronutriments, donc si ce sont des protéines, ça va être découpé en acides aminés. Si c'est des lipides, ça va être découpé en acides gras. Si j'ai des grosses chaînes de sucre, etc., ça va être découpé en des sucres simples. Okay. Donc, ces micronutriments, ainsi que des vitamines, minéraux, etc., c'est au niveau de l'intestin grêle qui pénètre dans le corps. Donc, ce rôle d'absorption des nutriments est important, puisque quand on mange, l'objectif, c'est de récupérer un maximum. Donc, il ne faut pas que notre intestin ait trop de bactéries. On reviendra dessus. Ou sinon, elles peuvent se mettre à consommer les aliments. Donc ensuite, une fois que les aliments ont pénétré une grosse partie, il faut savoir que quand on digère, donc si vous avez mangé des légumes qui contiennent des fibres, ces fibres-là, on ne sait pas les digérer, nous. On a besoin de nos amis, nos bactéries, en tout cas des micro-organismes, qui vont faire le boulot. Et ça se passe plutôt en général dans le côlon. Donc en gros, tout ce qu'on ne veut pas, tout ce que l'intestin grêle n'absorbera pas, plus les fibres, etc., tout ce qu'il n'est pas capable d'absorber et d'assimiler ou de digérer, et puis de l'eau, etc., tout ça va passer dans le côlon. Et là, on a l'implication de nos bactéries qui vont commencer à finir cette dégradation, à récupérer aussi encore des vitamines, des minéraux. Elles vont dégrader ces fibres, elles vont produire ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte. Donc, ce sont des petits acides gras qui, eux-mêmes, après, on va les récupérer, traverseront la paroi du côlon, en l'occurrence. Et ces acides gras, ils ont des propriétés anti-inflammatoires. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont vraiment bénéfiques pour l'organisme. Ils sont même capables de remonter jusqu'au cerveau. Et donc, ces acides gras à chaîne courte, qui sont par exemple l'acétate, le propionate et notamment le butyrate, qui est essentiel. Si je ne consomme pas de fibres, j'en fabrique très peu. Et puis après, tout le reste que le côlon, enfin, tout ce qu'on aura récupéré au maximum au niveau du côlon pénétrera dans l'organisme et le reste est éliminé et ça devient des sels. On récupère l'eau au maximum et voilà l'essentiel. C'est vraiment schématisé, mais Ah, mais c'est déjà très clair. Merci beaucoup. Effectivement, c'est vraiment, on a vu toute la progression, effectivement, de l'aliment, de la bouche avec la mastication, donc jusqu'au côlon avec ce fameux microbiote qui est là pour finir le travail, on va dire. Donc, c'était vraiment très clair. Merci. Et, donc, j'ai bien aimé cette analogie de dire, si l'estomac pouvait parler. Et c'est vrai que s'il pouvait parler, il nous dirait des choses
pour qu'on ait tous des estomacs heureux. Et il faut insister beaucoup, je pense, et vous l'avez fait, c'est très bien, sur la notion de fibre, qui est vraiment aujourd'hui un peu mon dada et que je trouve vraiment important, puisque aujourd'hui, on sait que en global, la population ne mange pas suffisamment de fibres, et donc ça pose quand même pas mal de soucis, notamment par rapport à ces acides gras à chaîne courte, donc dans le butyrate, effectivement, qui ont des rôles très importants avec l'axe intestin-cerveau donc que vous avez Oui. évoqué et avec lequel rien que celui-là on peut faire déjà largement une émission. Donc effectivement. Alors donc du coup l'écosystème intestinal, qu'est-ce que c'est exactement? Donc vous avez commencé un peu à l'évoquer. Expliquez-nous un peu. En fait, quand on parle d'écosystème intestinal, c'est vraiment d'élargir, de ne pas se limiter juste aux intestins, mais de se dire, ben voilà, pour avoir une digestion qui va être efficace, il faut tenir compte des fonctions supports qui sont importants. Donc, l'écosystème intestinal, on va reconsidérer euh, le microbiote, donc qui est un ensemble de micro-organismes, peut-être qu'on va revenir dessus après, hein, mais qui fait partie. Donc j'ai le microbiote, qui est cette première couche. J'ai une couche de mucus, de muqueuse, donc tout ce qui est barrière muqueuse, c'est, on va dire, la barrière de notre tube digestif. Donc ça aussi, aujourd'hui, pour tout le monde, ça c'est clair. Mais en dessous, j'ai un système immunitaire à plus de 70%. Et enfin, je peux avoir des connexions avec des neurones. Donc, en fait, quand on tient compte de l'écosystème intestinal, il faudrait reconsidérer tout ça. Les microbiotes, la barrière intestinale, le système immunitaire et les connexions nerveuses. D'accord. Et alors donc du coup maintenant on va aller un petit peu plus vers le microbiote. Alors Ouais. ce fameux microbiote dont on parle beaucoup. Alors qu'est-ce que le microbiote? Qu'est-ce que c'est? Alors, un microbiote, en fait, c'est un ensemble de micro-organismes. Donc, on D'accord. a tendance à simplifier en se disant que ce sont des bactéries. Oui, ok, mais ça peut être des bactéries, ça peut être des parasites, ça peut être des virus, ça peut être des archées, des champignons, etc. Et c'est l'ensemble de ces microbes qui constituent un microbiote. Quand je dis microbiote, tout le monde se dit tout de suite c'est une microbiote intestinale. Mais en fait, on a des microbiotes. On a un microbiote cutané, on a un microbiote buccal, digestif, effectivement, c'est le plus important. Mais il y en a aussi au niveau vaginal, etc. Même finalement, j'ai cru comprendre que le cerveau ne serait pas si stérile que ça. Alors qu'on a souvent dit que, voilà, que la barrière hémato-encéphalique, rien ne passait. Donc, voilà. Donc, on a des microbiotes et le plus important, à plus de 90%, c'est le microbiote intestinal qui a vraiment des milliards, on va dire, de micro-organismes. Et plus on avance, enfin ces 20 dernières années avec les recherches scientifiques, on se rend compte que ces microbes, finalement, ils nous rendent d'énormes services et qu'il est important de mieux les comprendre et de les reconsidérer, voire d'en prendre soin. Très bien, merci. Et du coup, comme il y a beaucoup de bactéries et qu'on les héberge, pour vous, est-ce qu'on est plutôt humain ou on est plutôt microbien? Moi, d'ailleurs, dans le livre, j'ai noté, je l'ai pas inventé, hein, c'est Joël Deharé je l'ai entendu le dire. Nous sommes des êtres microbiens. Et j'aime bien cette phrase-là. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a des cellules humaines, mais on a aussi, du coup, une information génétique aussi microbienne. Donc, on a un ensemble de notre écosystème, en tout cas humain, c'est à la fois des micro-organismes qui sont sur nous et dans nous, et toutes nos cellules. Et on parle d'holombiote. Donc, on est vraiment un ensemble mixte à la fois d'informations génétiques humaines et d'informations génétiques microbiennes. D'accord. Donc effectivement, vous avez cité Joël Doré que je salue ici, qui est donc un grand monsieur donc du microbiote qui a beaucoup amené par ses travaux et qui continue
à amener par ces travaux et donc ces sessions que je suis toujours avec plaisir et que je remercie ici au passage. Très bien. Alors maintenant, je vais vous demander, en fait, de savoir, du coup, vous avez parlé de bactéries, elles sont partout, et pourtant vous avez dit qu'il y en avait moins dans l'intestin grêle. Que Alors dans... pourquoi il y en a moins dans l'intestin grêle? C'est quoi cette histoire? Ben, je l'ai donné la réponse déjà. D'accord? Comme le rôle de l'intestin grêle, sa mission est d'absorber les nutriments. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de bactéries. Si elles D'accord? commencent à se multiplier, alors il en faut un peu, mais pas trop. J'ai 1 million de fois plus de bactéries dans le côlon que dans l'intestin grêle. C'est pas du tout, les bactéries de l'intestin Mhm. grêle ne sont pas les mêmes que celles D'accord. du côlon. Ok. D'ailleurs, plus vous descendez vers le côlon, plus vous êtes en anaérobiose. Il y a de moins en moins d'oxygène. Au niveau de l'intestin grêle, il y en a un peu plus. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes catégories de bactéries qui vivent, on va dire. Et celles qui sont dans l'intestin grêle, il y en a un tout petit peu, pas trop, parce que certaines sont quand même impliquées dans la digestion, impliquées dans cette cet échange en fait avec le foie, la production des acides biliaires, etc., qui est aussi dépendante de certaines bactéries. Mhm. Mais si on commence à avoir trop de bactéries qui se multiplient dans l'intestin grêle, alors elles peuvent se mettre aussi à consommer les aliments. Et donc, D'accord. si elles les consomment, elles vont les fermenter. Elles vont faire une fermentation trop tôt. La fermentation, en fait, se passe quand on a une consommation notamment des glucides et des fibres. On oublie que les fibres, en fait, ce sont des glucides, hein, finalement. Hein. Ça, Mhm. les gens l'oublient. Mais quand les bactéries vont prendre en charge les fibres, en l'occurrence, trop tôt dans l'intestin grêle au lieu de les prendre en charge dans le côlon, elles vont fermenter ces fibres-là et donc, cette fermentation va faire qu'elles vont produire des gaz. Elles produisent des acides gras chaîne courte, mais elles peuvent aussi produire des gaz. Et ces gaz en excès peuvent commencer à nous donner des inconforts tels que des ballonnements, alors, en excès de ballonnement, constipation, de la diarrhée, etc. Et tout de suite, on sent son ventre gonflé, on peut avoir des éructations, des flatulences, etc. Une mauvaise D'avoir digestion peut-être aussi? Pardon? Peut-être aussi une mauvaise digestion? Mauvaise digestion, oui, ça peut Mhm. ralentir ou ça peut aussi accélérer le transit, l'un ou l'autre. D'accord. Alors que quand on a de la fermentation dans le côlon, il est structuré de telle sorte que même s'il y a ces gaz qui sont produits en grosse quantité, ce qui est complètement normal, c'est assez rigide. Alors que l'intestin grêle, vous voyez, c'est un tuyau qui est beaucoup plus Hmm. fin, beaucoup plus souple. Et là, on peut tout de suite avoir une distension au niveau de l'intestin grêle, ce qui D'accord. ne se fait pas d'habitude en principe dans le côlon. Donc, des bactéries, il en faut, mais pas trop. Et c'est cette D'accord. production anormale, cette multiplication anormale de bactéries qui pourraient se développer de plus en plus dans l'intestin grêle qui peut donner ce qu'on appelle le SIBO. Et SIBO qui veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Ça veut dire qu'il y a une prolifération de bactéries au niveau de l'intestin grêle. D'accord. Alors donc du coup, le SIBO, est-ce que c'est une maladie ou pas? Je ne sais pas si on peut. Moi perso, j'ai tendance à. Enfin, ça peut être considéré comme une maladie. En tout cas, c'est un désordre qui n'est pas suffisamment identifié, qui peut quand même euh, créer perturber quand même, on va dire, la vie des personnes. Ça peut quand même Mhm. être vraiment problématique. C'est peu connu parce que parler de la digestion, c'était un peu tabou, d'aller dire je suis ballonnée, j'ai des flatulences, etc. Mhm. Mhm. Très souvent, on va le mettre on va dire que c'est un syndrome de l'intestin irritable et on nous D'accord. dit, bah, écoutez, il n'y a rien à faire, c'est dans votre tête, détendez-vous parce qu'on fait aussi le lien avec stress, les émotions, le ventre, etc. Mhm. Alors que pour pas mal de personnes, quand elles ont réellement un SIBO, juste se détendre, ça ne va pas solutionner. Juste prendre des antidouleurs, ça ne va pas solutionner. Parce qu'il faut s'occuper des bactéries qui ont proliféré dans l'intestin grêle. D'accord.
Du coup, les symptômes du SIBO, comment je sais moi si j'ai, enfin si je risque ou si je peux avoir un SIBO? Quels sont les symptômes? Donc tu les as Alors, déjà décrits, mais il y comment a ils se des, manifestent? il y a des symptômes qui sont assez classiques, comme je l'ai dit, des symptômes digestifs, donc ballonnement, constipation, diarrhée, alternance constipation-diarrhée, des crampes, des flatulences, etc. Je peux aussi avoir des éructations, effectivement. Je peux me retrouver à avoir des maux de tête. Il y a des gens qui ont finalement des céphalées ou un brouillard cérébral, etc. Ça peut être un des symptômes du SIBO. Et alors que des personnes, d'ailleurs, vont dire ah non, moi, digestif, au niveau digestif, tout va bien. Mais elles ont mal à la tête, etc. Je ne dis pas que c'est le SIBO, mais ça peut être un SIBO. Ou alors, quand on a une fatigue inexpliquée, puisque finalement, si vos bactéries se mettent à consommer les nutriments avant vous, elles peuvent créer, générer des carences. Donc, on peut se retrouver carencé, être en situation d'anémie, en carence de vitamine B9, parfois la B12 moins, donc anémie, fer, vitamine D, etc. Parce que finalement, j'ai une malabsorption des nutriments du fait que j'ai des bactéries qui les absorbent aussi avant moi. Et puis, je peux me retrouver à avoir des problèmes de peau, de l'acné, de l'eczéma, l'acné rosacée. Il y a énormément de publications qui font le lien entre l'acné rosacée ou le SIBO. Et puis, on sait que pour certaines personnes qui sont touchées, qui ont certaines maladies, comme par exemple le diabète de type 1 ou 2, hein, euh, euh, souvent derrière un diabète, alors on ne dit pas que le SIBO est responsable du diabète, mais la situation de cette maladie fait que parfois, il peut en plus être associé au diabète un SIBO, c'est-à-dire d'avoir des désordres digestifs. Idem pour des personnes qui souffrent de fibromyalgie et tout, parfois elles peuvent se retrouver à avoir un SIBO. Et puis, lors d'une chirurgie bariatrique, on peut finalement, comme on court-circuite en tout cas une partie de l'estomac, etc., on peut à terme se retrouver à développer un SIBO. Donc il y a des personnes qui, ok, elles ont perdu du poids, etc., mais elles commencent à se retrouver avec des inconforts digestifs. On fait aussi, alors, on se rend compte aussi pour des personnes qui souffrent d'endométriose, parfois elles peuvent aussi avoir un SIBO. Donc, vous voyez, c'est pas forcément le SIBO qui est une maladie et qui est une Hmm. cause, mais c'est un facteur qui peut être associé à certaines maladies. Et déjà, de souffrir de certaines pathologies, c'est pas marrant, mais en plus d'avoir ce désordre du microbiote de l'intestin grêle qui crée finalement à la longue des carences, de la fatigue, des désordres digestifs, etc. Il faut s'en occuper. D'accord. Du coup, tout à l'heure, vous avez évoqué l'intestin irritable qui touche aussi énormément de personnes et dont le diagnostic n'est pas toujours aisé, un peu pour les mêmes raisons que pour les SIBO, je pense. Mais du coup, comment on fait, quelles sont les différences ou quelle est la différence entre le SIBO et l'intestin irritable? Ah, c'est pas évident parce que finalement, l'intestin irritable, enfin, le SIBO est confondu souvent à un intestin irritable. Ce que j'ai compris en regardant les publications scientifiques, c'est que derrière un syndrome de l'intestin irritable, parce que l'intestin irritable, à la rigueur, on a cette fameuse classification de Rome qui fait que, voilà, on peut avoir état de diarrhée, constipation, etc. On a vraiment eu un consensus reconnu qui fait qu'on arrive à classer cette pathologie. Au niveau du SIBO, en fait, il n'existe rien. Au niveau européen, on n'a rien. Au niveau des États-Unis, il y a eu un comité de gastro-entérologues qui ont défini un guideline, comme ils disent, mais c'est pas reconnu partout dans le monde aujourd'hui. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que souvent, quand on souffre d'un syndrome de l'intestin irritable qui peut donner des symptômes identiques au SIBO, mais souvent derrière un syndrome de l'intestin irritable, à 60-70%, c'est souvent un SIBO derrière. C'est-à-dire que le SIBO est souvent une étape en amont du syndrome de l'intestin irritable. D'accord, ah ben, c'est très intéressant, vraiment intéressant. Du coup, comment on va diagnostiquer un SIBO? Comment vous Alors, faites pour le diagnostiquer?
pour le diagnostiquer, aujourd'hui, il y a deux possibilités. Il y a quand même une approche qui est un peu invasive, ce serait endoscopie. Donc là, c'est plutôt un gastro-entérologue d'arriver au niveau de l'intestin grêle, juste sur la partie duodénum, etc., enfin au bon endroit, etc., et de faire une aspiration. Vous imaginez bien, c'est assez invasif, il faut endormir la personne, etc. Ça ne se fait pas. Enfin, c'est pas cette voie-là qui a été choisie. Et il y a la deuxième qui est de faire le test respiratoire. C'est pas fiable à 100%, mais quand même, ça éclaire et c'est le seul moyen pour vraiment le diagnostiquer. Le principe, c'est quoi? C'est de se dire, bon, ben, OK, si j'ai un désordre au niveau du microbiote de l'intestin grêle, donc j'ai des bactéries qui ont proliféré, ces bactéries, elles produisent des gaz. Donc, on va essayer de mesurer ces gaz-là, donc ces gaz qui sont expirés, et donc les récupérer par le souffle, puisque ces bactéries, quand elles prolifèrent, elles peuvent fabriquer de l'hydrogène, du méthane, du méthylacétate, de l'hydrogène sulfureux et plein d'autres gaz. Et il y a des gaz assez caractéristiques, notamment le méthane, l'hydrogène, qui peuvent traverser de toute façon les parois de l'intestin, qui repassent par les poumons et donc par le souffle qu'on peut récupérer. Donc, on va récupérer ces gaz d'abord à jeun. Ensuite, on peut les faire, ça se fait de plus en plus hôpital, certains laboratoires, etc. Le principe, c'est la personne va souffler dans des petits tubes à jeun, et donc d'abord à jeun, et ensuite on va lui donner une solution de sucre, un sucre qui peut être du glucose ou de la lactulose. Lactulose n'est pas un sucre naturel, c'est un sucre que nos cellules intestinales ne vont pas récupérer, ça ne traverse pas la paroi de l'intestin. Par contre, les bactéries, elles sont capables de consommer ce sucre. Donc, si j'ingère du lactulose, ou si c'est du glucose, par contre, lui, il peut pénétrer. Donc, là aussi, c'est pour ça qu'on privilégie souvent des tests au lactulose plutôt qu'au glucose. Donc, on va ingérer le lactulose. Et puis, on va mesurer, quand on est en laboratoire, ils vont mesurer à peu près toutes les 15-20 minutes et on va souffler pour récupérer les gaz. Et puis, jusqu'à 1h30, 2 heures, voire 3 heures de plus. Mais aujourd'hui, les publications scientifiques disent déjà au bout de 2 heures, c'est bon, puisque après les gaz que l'on pourrait mesurer, c'est plutôt des gaz fabriqués par des bactéries qui sont au niveau du côlon. Et vu qu'il y en a beaucoup plus, les valeurs vont exploser. Vous comprenez? Donc, on va mesurer ces gaz-là et puis on pourra identifier, on voit la courbe, la quantité d'hydrogène. Les gaz sont mesurés en ppm, parties par million. Donc, l'hydrogène, le méthane. Alors, sulfure d'hydrogène, on ne peut pas le mesurer en France. C'est encore aux États-Unis. Je pense que ça arrivera. Donc, ces gaz-là, et puis cette évolution à jeun, et puis en général, au bout de 90 minutes, on voit comment ça a évolué. Si on a une augmentation qui est significative, on peut dire si c'est un SIBO à hydrogène, un SIBO à méthane, un SIBO mixte. Alors, si on a tout qui est plat, au calme plat, mais que la personne souffre, on peut se dire que c'était peut-être un SIBO à sulfure d'hydrogène. D'accord. Ben, c'est très intéressant. Super. Du coup, comment dirais-je, est-ce qu'il y a un intérêt à faire une analyse de sel dans le cadre du SIBO? Alors, pour diagnostiquer le SIBO, c'est pas ça qui va confirmer SIBO ou pas. Après, de faire des analyses de sel, ça peut toujours donner un éclairage pour des personnes qui sont à l'aise pour pouvoir l'interpréter. Parce que on peut petit à petit, quand on fait des analyses de sel, on est donc dans le côlon. On n'est pas dans l'intestin grêle, ok? Donc ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Donc si on est dans des analyses du côlon, on n'a pas une information sur ce qui se passe au niveau de l'intestin grêle. Je vous ai dit, c'est pas tout à fait les mêmes bactéries, côlon et intestin grêle. Néanmoins, ça peut donner quelques informations pour savoir si on a un microbiote qui est riche, diversifié, pour savoir quand on regarde un microbiote, quand les gens font un peu des analyses du microbiote, on peut regarder les phyla, et c'est vrai que
on peut voir si déjà au niveau des phyla c'est perturbé, et selon les laboratoires qui font des analyses, on peut aller jusqu'à des niveaux espèces, et on sait qu'il y a des espèces qui sont quand même fondamentales. Est-ce que la personne elle a suffisamment, par exemple quand on se retrouve avec des analyses où les gens n'ont quasiment pas de bifidobactéries, il n'y a pas de bifidobacterium longum adolescentis, bifidobifidum, etc., ou qu'on voit que les Akkermansia sont très très faibles, etc., on peut se dire quand même c'est pas un microbiote très riche. Mais c'est pas ça qui va donner des informations sur le SIBO, mais par contre ça donne une information sur l'écosystème intestinal quand même et sur la qualité du microbiote de la personne. Mais moi j'avoue que pour diagnostiquer le SIBO, encore une fois, c'est vraiment le test respiratoire. D'avoir des analyses de sel, ça peut être éclairant, mais c'est pas ça qui permet de le diagnostiquer. D'accord. Alors, vous avez parlé donc de phyla pour donc l'analyse de sel. Donc, phyla, c'est des familles de Ouais. bactéries. Donc, voilà qu'on soit un petit peu, voilà, qu'on explique un petit peu à nos auditeurs. Oui, Voilà. il faut faire attention parce que quand on est vraiment dans la nomenclature, on a vraiment la famille, enfin les phyla, pardon, famille, ça appartient. Oui, tout à fait. Des familles de bactéries, enfin des Ouais, grandes familles de bactéries. tout à fait. C'est ça. Et au niveau donc, vous avez parlé aussi donc, vous avez cité une bactérie donc comme on dit d'intérêt, à savoir donc l'Akkermansia mucinifila. Donc, à mon avis, on va beaucoup en entendre parler ces prochains mois parce qu'elle commence à être commercialisée. Donc, elle est commercialisée aujourd'hui aux États-Unis. Elle va l'être bientôt en Belgique et la France suivra, je pense. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. Non, 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 non. pas plus. En fait, je travaille De pas près trop. parce que Ouais, ouais. Après, c'est pas que c'est une déformation, mais je travaille peu avec les probiotiques puisque quand même mon univers c'était l'alimentation. Donc moi je d'accord. vais tout faire pour nourrir les bactéries par l'alimentation que plutôt apporter des souches quoi. Très bien. C'est vrai. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Voilà. Les deux peuvent être complémentaires en fonction du cas. Mm-hmm. Bien sûr, et je suis complètement à 100% avec vous. La première des choses, c'est l'alimentation. C'est Voilà. l'alimentation C'est quand même. clair. C'est clair et net. C'est pas les probiotiques qui vont venir effectivement changer un régime alimentaire qui est corrompu, on va dire, qui est pas bon. Et, Donc ça, et c'est surtout, notamment quand les gens, par exemple, une petite différence quand même SIBO et intestin irritable, même s'il y a quand même des similitudes. Une personne qui souffre d'un SIBO, parfois quand elle prend un complément, enfin un probiotique, ça amplifie son en problème. plus, tout à fait. Alors que parfois, selon le syndrome de l'intestin irritable, parfois certains probiotiques peuvent un peu améliorer ou en tout cas soulager. Alors que c'est beaucoup plus compliqué les probiotiques et le SIBO. Tout à fait. Donc, là, carrément, si on n'a pas fini d'en parler, on en parlera sûrement dans une autre émission. Alors, vous avez évoqué donc différents gaz, et donc je pense que ça évoque aussi différents SIBO. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les différents types de SIBO? Alors, si on a des bactéries qui produisent. Alors souvent ces bactéries, j'ai oublié de le préciser, ça peut être des Escherichia coli ou des Shigella, qui sont plutôt considérées comme étant pathogènes, mais une bactérie pathogène toute seule, c'est pas un problème. C'est quand elle commence à se multiplier que ça commence à être un problème. D'accord. Donc si on a par exemple un Escherichia coli qui commence à consommer ces nutriments et à fabriquer des gaz, peut fabriquer de l'hydrogène. Et cet hydrogène qui va augmenter, peut nous donner justement un SIBO qu'on va dire à hydrogène. Et les symptômes associés, et là ça bouge parce que pendant un temps on disait un SIBO hydrogène c'est ou diarrhée ou constipation diarrhée. C'est plus si net que ça parce que parfois les personnes n'ont pas forcément de la diarrhée, mais elles peuvent avoir en tout cas ballonnement, peut-être diarrhée, alternance constipation diarrhée. Parfois c'est mi-figue mi-raisin, c'est pas si net que ça. Après, on peut avoir un SIBO à méthane, donc c'est-à-dire avec une production de gaz de méthane. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le méthane, il est fabriqué, c'est une seconde étape, c'est-à-dire qu'on a des Escherichia coli
qui étaient donc les premières qui ont fabriqué de l'hydrogène. Et cet hydrogène sert de nutriment à des archées qui ressemblent à des bactéries, mais ce ne sont pas des bactéries comme la pub Canada Dry. Donc ça ressemble, mais pendant longtemps on a cru que c'était des bactéries, mais ce ne sont pas des bactéries, ça ressemble. Et ces archées vont consommer cet hydrogène et elles vont fabriquer du méthane. Et le méthane est souvent associé plutôt à un terrain de constipation. On dit plutôt cibométhane, constipation. Et il y a des gens qui vont se retrouver à avoir de l'hydrogène et du méthane en grande quantité, donc on aura une espèce de SIBO mixte. Et enfin, on peut se retrouver avec des productions de gaz, de sulfure d'hydrogène. Et là encore, ce sont d'autres bactéries, des bactéries productrices, des bactéries sulfatoréductrices, exactement. Et donc, c'est des bactéries qui vont récupérer l'hydrogène, elles vont faire comme les archées, elles vont manger cet hydrogène et elles vont fabriquer du sulfure d'hydrogène, H2S. Et donc ça peut, quand on a une production d'H2S, ça peut être corrélé à de la diarrhée, parfois alternance constipation diarrhée, mais c'est souvent quand même diarrhée, envie pressante et douleur. Vous voyez ? Voilà. C'est pas ça, je vous ai fait des typologies. Évidemment, c'est parfois pas si net que ça. On peut avoir un peu un mix de tout ça. Mais voilà un peu les typologies. Un ciboaméthane, cibohydrogène, cibosulfure d'hydrogène. D'accord. Merci beaucoup. Et alors, du coup, maintenant, on va aborder la question importante, qui est de savoir donc comment se libérer du SIBO. Alors, comment s'en libérer une fois qu'il a été... si on a fait le test respiratoire, ou en tout cas si le médecin ou le praticien, etc., soupçonne quand même qu'il y a un SIBO, etc., alors il peut avoir plusieurs possibilités. Déjà par l'alimentation, on peut quand même trouver des solutions. Et la première étape, souvent, c'est peut-être de faire un régime pauvre en FODMAP. Les FODMAP, donc, qui sont fermentable, oligo, dimonosaccharides and polyols. Donc, c'est toute une catégorie d'aliments qui amplifie, on va dire, la fermentation. D'accord ? Donc, de fait de suivre un régime pauvre en FODMAP, grand maxi 2 mois, maxi 3 mois, ok, mais on ne fait pas ça à vie, parce que je trouve que c'est un régime qui est appauvri. Par exemple, dans les régimes pauvres en FODMAP, on ne mange plus de légumineuses, parce qu'elles sont très riches en glucides fermentés cibles. On ne va plus manger certaines catégories de légumes comme poireaux, artichauts, champignons, qui sont super intéressants pour le microbiote. Donc, évidemment qu'on ne fait pas un régime pauvre en FODMAP à vie. Mais parfois, c'est de faire une petite pause sur certains aliments. Idem aussi, là-dedans, il y a quand même le gluten. Et puis, il y a les sucres. Des sucres, par exemple, qu'on trouve le lactose, donc des produits laitiers. Donc, tout ce qui est produits laitiers frais, on met de côté. Par contre, des produits laitiers affinés, un fromage à pâte dure, un comté, une tome de brebis très affinée ou un parmesan ne vont pratiquement plus contenir de lactose. Là, ça peut passer. Ok ? Et puis, par exemple, il y a certains fruits aussi qui font fermenter davantage, comme la pomme, la poire, les fruits de cette saison encore, la pêche, etc. Les fruits qui sont riches en fructose. Le fructose est un sucre et il y a certaines personnes qui se retrouvent avec une malabsorption des fructoses, donc il faut aussi calmer. Donc déjà par l'alimentation, on peut déjà voir. Et quand la personne suit un régime pauvre en FODMAP et qu'elle commence à voir un petit peu une amélioration, ou en tout cas elle se dit déjà je ballonne moins, elle peut déjà aussi se dire de manière indirecte il y avait peut-être un SIBO derrière. Donc ça peut être une première solution. Après, si le médecin, on voit un médecin et le médecin le diagnostique, il peut carrément donner des antibiotiques. Mais ce sont des antibiotiques en principe assez spécifiques et malheureusement on les trouve pas, ils sont peu proposés en France. Ou alors c'est vraiment être dans un circuit hospitalier, être suivi et notamment le rifaximin
qui est un antibiotique qui est assez spécifique sur le SIBO, qui peut fonctionner, pas à 100%, mais quand même qui peut donner des résultats. Et ça fait partie des solutions. On prend pendant 14 jours. Parfois, il faut retraiter. Et puis après, on peut aussi utiliser des plantes, des substances issues en tout cas de plantes qui ont des propriétés antimicrobiennes ou antifongiques. Donc, par exemple, le Nîmes, qu'on trouve en médecine ayurvédique, qui est une plante qui a des propriétés antiparasitaires, qui peut être utilisée. La berbérine, issue par exemple de l'épinette noire, peut être utilisée. On peut travailler avec des huiles essentielles, mais là, volontairement, de toute façon, dans le livre, je n'ai pas donné de quantité parce que j'invite vraiment les personnes à se rapprocher de professionnels parce que une matière active, ce n'est pas anodin. Même si on se dit c'est de l'huile essentielle, de thym, menthe, etc. Ce n'est pas anodin. C'est les huiles essentielles, c'est très concentré, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut utiliser de la cannelle, thym, menthe. Voilà, il y a certaines plantes qui sont intéressantes. L'alicine, extraite de l'ail, une matière active extraite de l'ail, ça peut être utile en tout cas pour aider à diminuer ces bactéries qui ont proliféré au niveau de l'intestin grêle. Donc souvent la stratégie c'est j'adopte un régime pour un peu calmer, pour moins exacerber ces bactéries et en même temps je vais traiter avec soit, si c'est le médecin, il peut donner des antibiotiques ou je vais traiter avec des plantes, etc. Les plantes, c'est quand même souvent des protocoles de 6 semaines à pratiquement 2 mois. Et souvent, c'est des duos qui sont proposés, par exemple, Nîmes berbérine ou origan avec de l'aïcine, etc. Enfin, il y a vraiment des combinaisons et on sait que ça peut mieux marcher sur un cybohydrogène ou plutôt méthane, etc. Enfin bref, il y a aussi la mycothérapie qui peut aider les champignons. Il y a des résultats intéressants. Ils ne sont jamais utilisés tout seuls. Voilà, donc ça, c'est souvent ce qui est pratiqué. Et parfois, ça peut ne pas marcher. Parce que finalement, c'est bien plus complexe que ça. Ou alors, ça peut un peu se calmer, mais finalement, le SIBO revient. Mais parce qu'en fait, il faut traiter la cause. Et j'imagine peut-être que c'était la question suivante. C'est ça, effectivement. Ouais, Donc en fait, je voulais vous demander de comment on pouvait soigner le SIBO naturellement, mais vous avez très bien répondu. Et effectivement, quelles sont les causes sous-jacentes, que vous devez rechercher lorsque vous suspectez un SIBO? Alors, il y a plusieurs causes possibles. Une première qui est vraiment importante, c'est l'estomac. Donc, on a vu la digestion. L'estomac, je vous ai dit, il produit de l'acide chlorhydrique. Et je vous ai dit, cet acide chlorhydrique, il a aussi pour mission de désinfecter les aliments. Si je me retrouve en situation à pas produire suffisamment d'acide chlorhydrique, il y a de plus en plus de personnes en fait qui sont en hypochloridrie. Et curieusement, en plus, elles sont en situation d'hypochloridrie, mais avec des symptômes. Elles peuvent quand même avoir des sensations de brûlure, etc. Et d'ailleurs, on va donner de quoi baisser cette acidité. Alors, ça amplifie encore le problème. Et alors qu'en fait, elles ne produisent pas assez d'acide chlorhydrique. Donc, ça ne désinfecte pas bien. Ça peut impacter la digestion aussi des protéines, qui ne se fait pas bien. Et là, quand le chyme est déversé au niveau de l'intestin grêle, il peut aussi du coup déverser des bactéries qui n'ont pas été bien désinfectées, qui n'ont pas été tuées. D'ailleurs, quand on se retrouve aussi avec un Helicobacter pylori, c'est peut-être aussi parce que l'acidité de mon estomac n'est pas assez efficace et ça laisse un terrain pour que Helicobacter pylori se développe. Et souvent, elle est quand même au niveau de l'estomac et elle peut se retrouver vraiment à la sortie de l'estomac et un petit peu aussi à l'entrée de l'intestin grêle. Donc ça peut être une des causes de se retrouver en hypochloridrie. Et dans ce cas-là, la solution, c'est aussi de soutenir cette production et on peut faire déjà le test. Alors, sincèrement,
c'est pas scientifiquement prouvé, mais le test avec le bicarbonate, de prendre une demi-cuillère à café d'eau dans un demi-verre d'eau et de l'avaler à jeun et de compter au bout de combien de temps arrive le RAW. Si on rote dans les tout de suite avant les 2 minutes, on se dit bon là il y a quand même beaucoup d'acidité et d'acide chlorhydrique. Si on rote dans les 3 minutes, c'est bon. Par contre, si on rote après, moi j'attends quand même après 5 minutes, là on peut se dire qu'il y a quand même une faiblesse au niveau de la production d'acide chlorhydrique et donc on est en hypochloridrie. C'est pas un test fiable à 100%, mais c'est quand même éclairant. Et dans ce cas-là, c'est vrai que de prendre un peu de bêta-NaCl au moment du repas peut aider à soutenir parce que les gens produisent moins d'acide chlorhydrique. Idem, on a fait, ça j'en parle dans le livre, on fait un peu le lien. Parfois, des personnes qui sont en situation d'hypothyroïdie peuvent se retrouver aussi en situation d'hypochloridrie. Donc voilà, c'est toujours bien quand on fait le dosage hormonal et tout aussi de s'intéresser aussi à sa digestion et de se dire bon, qu'en est-il? Et parfois, on va dire quand une personne est en hypothyroïdie, alors après c'est un peu des catégories, mais parfois on peut avoir un terrain de constipation, par exemple. Donc ça, c'est déjà une des premières causes. Après, il y a le foie. Mon foie, est-ce qu'il fabrique correctement des acides biliaires? La bile, donc elle est produite par le foie à partir du cholestérol, et cette bile, pour pouvoir, ces acides biliaires, pour pouvoir être transportés, ils vont être conjugués et mis en réserve dans la vésicule biliaire. Okay, et c'est cette vésicule biliaire qui va libérer ces acides biliaires au moment de la digestion quand le chyme arrive au niveau de l'intestin grêle. Et donc, ces acides biliaires sont là pour aider, quand on mange, à mieux émulsionner les corps gras. D'accord, à mieux assimiler donc tout ce qui va être acide gras, mais aussi à mieux récupérer les vitamines liposolubles, la A, la D, la E, la K. Et ce qu'on oublie, c'est que ces acides biliaires, ils ont aussi pour mission de nettoyer l'intestin grêle. Ils ont une propriété antimicrobienne aussi. Après, bon, je vais pas rentrer dans le technique, mais je l'explique un petit peu quand même dans le livre. On a certaines bactéries en plus qui sont impliquées pour déconjuguer certains acides biliaires, pour les transformer en secondaires et tout. Ceux qui aiment regarderont dans le livre, parce que là, ça devient technique. Et puis, les acides biliaires donc traversent les parois de l'intestin, et puis ça passe par la même porte et ça retourne au niveau du foie et on a ce fameux cycle entéro-hépatique. Si finalement ma production d'acide biliaire est perturbée, j'en fabrique pas assez, j'en fabrique trop, ou en tout cas que cette fonction antimicrobienne ne se fait pas bien, je laisse des bactéries commencer à proliférer au niveau de l'intestin grêle. Donc, de soutenir le foie et d'aller regarder si j'ai pas des désordres à ce niveau-là, c'est intéressant. Il existe aujourd'hui des bilans qui permettent d'aller regarder les différents acides biliaires produits. Donc, on peut soutenir. Après, une autre cause, alors c'est en lien avec le complexe migrant-moteur. Alors, ça, le complexe migrant-moteur, pour pouvoir l'expliquer, donc quand on parle de digestion, tout à l'heure que je vous ai expliqué vraiment de manière très très rapide, j'ai pas parlé du péristaltisme ou le fait en fait d'avoir ces contractions qui sont régulières pour pouvoir descendre les aliments. Et puis on a des contractions qui sont spécifiques qui se font vraiment, on va dire de la fin de l'estomac et tout le long de l'intestin grêle jusqu'à l'arrivée du côlon. Et on parle de complexe migrant-moteur. Donc, on a vraiment des contractions comme ça qui vont aider à faire descendre à descendre les nutriments, enfin les restes de l'intestin grêle pour amener vers le côlon. Ça se fait de manière automatique et ça se fait quand on ne mange pas. Donc, OK. Et surtout, c'est beaucoup plus efficace la nuit quand on dort. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur quelque chose avec des connexions, un fonctionnement électrique en lien avec notre système nerveux, nos cellules nerveuses qui sont au niveau digestif. Et donc, quand une personne, par exemple, a une intoxication alimentaire ou une gastro-entérite avec un Escherichia coli,
ces bactéries, elles vont fabriquer des toxines. OK? Donc, si mon corps voit ces toxines arriver, il va fabriquer des anticorps contre ces toxines. OK? Et il se trouve que ces toxines-là, produites par Escherichia coli, ressemblent à un petit peptide, une petite séquence qui est impliquée dans ces vagues de contraction du complexe migramoteur au niveau digestif. Et il y a une espèce de mimétisme. Et ce qui fait que quand on a eu, pour certaines personnes, c'est pas tout le monde et on ne sait pas encore pourquoi, mais quand certaines personnes ont eu une intoxication alimentaire et que le système immunitaire a développé des anticorps contre ces toxines, des Escherichia coli, après, on ne sait pas pourquoi, le système immunitaire se dit « Ah, mais j'ai encore la toxine qui est là puisque j'ai cette petite séquence, ce petit peptide-là, qu'on appelle la vinculine, qui ressemble à la toxine. » Et donc, le système immunitaire se met à attaquer le digestif, pensant qu'il est en train d'attaquer, de neutraliser des toxines. Et on a une espèce d'attaque un peu auto-immune au niveau digestif qui fait que, à force, ça affaiblit notre système de contraction et donc nos vagues de contraction de complexe migramoteur, à terme, sont de moins en moins efficaces. Et si elles sont de moins en moins efficaces, ça balaye moins bien. Et là, je peux commencer à laisser des résidus d'aliments ou autres. Et là, c'est de la nourriture pour les bactéries qui se mettent aussi à proliférer. C'est particulier. Et d'ailleurs, là, je l'ai expliqué un peu plus longuement, mais expliquer tout ça dans le bouquin, c'était pas évident d'ailleurs, mais c'est hyper important parce que des personnes qui ont une intoxication alimentaire ou des gastro, il y a 10-15 ans, je dis non, mais j'ai eu une fois, c'est bon. Alors, il y en a qui l'ont eu à répétition. 10 ans plus tard, ils peuvent se retrouver à avoir un SIBO parce qu'en fait, c'est une altération du complexe migramoteur qui se fait moins bien. Et là, après, c'est vrai que de plus en plus, en tout cas, j'ai regardé l'approche plutôt anglo-saxonne, ils vont proposer, par exemple, des médicaments qui travaillent sur la motilité. Moi, je ne suis pas médecin, évidemment, je ne propose pas ça, mais ce qu'on sait, c'est que, par exemple, le gingembre est une plante qui peut contribuer à relancer ou à soutenir le complexe migramoteur. Donc, déjà, d'en avoir dans son alimentation, ça peut être bien, et peut-être d'en prendre aussi le soir à des doses assez importantes au coucher. Ça peut être une alternative pour stimuler le complexe migramoteur, surtout s'il est altéré. D'accord. Et ça, on peut le vérifier en faisant. En Suisse, il existe aujourd'hui des tests qui permettent d'aller vérifier, d'aller doser la vinculine, des anticorps contre la vinculine et la production d'anticorps contre Escherichia coli. Si les deux sont positifs, alors on sait qu'on a une atteinte du complexe migramoteur. D'accord. Du coup, j'ai une question là qui me vient par rapport au complexe migramoteur. Vous savez, quand on mange pas pendant un petit moment, on a des gargouillis. Oui, tout à fait. Et c'est en lien avec ça, tout à fait. Okay. Donc, je sais enfin après, les gargouillis d'où ça vient. Voilà. À la rigueur, et quand on a ça, en général, voilà, c'est que ça avance, ça travaille et tout. Et puis quand on a vraiment les gargouillis de faim, on sait qu'on a faim. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas grignoter. Ça, c'est une des solutions, puisque si la personne mange toutes les heures, toutes les 2 heures, parce qu'il y a des gens qui toutes les 2 heures vont grignoter un petit truc, elles empêchent les vagues de nettoyage de se faire correctement. Et donc, même si on n'a pas une atteinte, on peut se retrouver avec une prolifération de bactéries au niveau de l'intestin grêle. D'accord. Et donc, d'espacer ces repas déjà au moins de 4 heures, c'est aussi une des solutions. C'est vraiment super, super intéressant. Donc, ce concept, effectivement, que vous expliquez. Du coup, pour le gingembre, par exemple, est-ce qu'il est bon aussi de le prendre le matin à jeun ou est-ce que c'est plutôt le soir? Moi, je dirais de le prendre après le repas. D'accord. Parce que je prends souvent à jeun, moi j'aime bien. Donc, Oui, non, mais à jeun, moi perso, je le prends pas. J'adore. Moi, je mets déjà dans la cuisine et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que le gingembre, il peut aider à la digestion et notamment à aider à cette vidange. Donc, quand on est à jeun, c'est moins intéressant. Par contre, quand on a mangé, quand il y a des personnes, c'est un peu lent, tout ça, le gingembre peut soutenir un peu. D'accord. Donc, moi, j'ai tendance à le proposer après le repas.
En tout cas, que ce soit avant ou après, prenez du gingembre, Ouais, c'est bon pour la santé. ça Ça, reste c'est là. super. Alors, ça tombe très bien parce que ça va me permettre de faire la transition avec la suite. Donc, il y a une troisième partie dans ce livre qui est vraiment, encore une fois, très complet. Et cette troisième partie, elle concerne donc des astuces culinaires et des recettes que vous avez bien voulu nous partager. Donc, je vous les laisse le retrouver dans le livre. Et donc, moi, c'est une question toute simple, en fait. Est-ce que vous pouvez nous citer une astuce culinaire? S'il y en a une qu'il faut retenir, laquelle vous nous partageriez? Ah, c'est pas évident. Je me souviens à la maison d'édition, ils me disaient, ah, il faut mettre des recettes et tout. Je suis, ah. Alors, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, de faire le régime pauvre en FODMAP, c'est pas du tout la bonne solution de le faire à vie. Donc, une étape hyper importante de pouvoir consommer, par exemple, les légumineuses, etc. Bien sûr, alors si les gens les achètent en bocaux, voilà, ils sont déjà cuits, mais c'est effectivement le trempage qui est important. Et puis, une petite astuce, c'est que quand on les fait cuire, on peut mettre un petit peu de bicarbonate. Ça va déjà réduire cette production de gaz, d'avoir des flatulences, etc. On peut faire ça pour les légumineuses, donc haricots, etc. Donc ça, c'est un truc tout simple. Idem, pour que les légumineuses, pour certaines personnes, parce que même là, trempage, tout ça, ça suffit pas, de commencer à les faire pré-germer. Alors, par exemple, ça a été trempé une nuit, et après, vous retirez, vous rincez bien l'eau, et puis vous laissez que ça commence, et dès que ça commence à sortir un tout petit peu, une petite pointe là, vous pouvez arrêter la germination et puis vous allez les cuire. Et là, ça va les rendre encore plus digestes. Donc, pour des personnes parfois qui disent oh, ça passe pas, elles peuvent tenter ça. Après, l'idée n'est pas, ça aussi c'est tout bête aussi, mais quand tout le monde dit ah là là, on a tous en tête, je veux nourrir mon microbiote, donc il y a de plus en plus de personnes qui se disent je vais manger des aliments probiotiques, donc du kéfir, du kombucha, enfin bref, et puis ils vont manger des légumineuses, etc. Moi je dis attention à ne pas faire le menu montgolfière tout le long de la journée. Et donc, par exemple, elles vont se prendre le matin, je dis un menu, hein, qui pourrait être type. Il y a des personnes qui vont dire le matin, j'ai pris du pain. C'était du pain, de la baguette, mais c'était une baguette tradition. Donc, il y a quand même un peu de levain, etc. Et puis, j'ai mis du beurre. Bon, elle a pris son petit déjeuner. Et puis, peut-être, elle a pris des noix, des amandes, etc. Le midi, je me suis fait une super salade. J'avais des poireaux, un peu de lentilles, j'ai mis des champignons, des carottes râpées, un tout petit peu de riz, puis un petit bout de, par exemple, c'est dit c'était végétarien, donc voilà, j'avais pas de protéines animales. J'ai pris un dessert quand même, j'ai pris une pomme. Et puis au goûter, j'ai pris une petite collation. Là, j'ai pris, je dis n'importe quoi, mais j'ai pris une pêche, un autre fruit. Et puis le soir, je me suis fait des pâtes avec des légumes et puis un bout de poulet. Quand on regarde, j'ai quand même listé, il y avait le pain le matin, j'ai des lentilles, j'ai des poireaux, j'ai des champignons, j'ai de la pomme, etc. En fait, on se retrouve dans une catégorie d'aliments qui sont potentiellement, qui peuvent fermenter. Donc moi, souvent, par exemple, je ne dis pas aux gens de se mettre en régime pauvre en FODMAP pur et dur, mais je dis pensez à faire des bonnes associations. Par exemple, si je mange des lentilles, je vais faire un peu de lentilles, et par exemple des courgettes et un petit peu de riz, mais pas une grosse tonne de lentilles parce que ça peut être compliqué. Donc vous voyez, c'est aussi des astuces comme ça et c'est important de se dire je peux prendre un peu de ces aliments qui sont très intéressants, mais je n'en prends pas en grosse quantité. Idem quand je prends des légumes lacto-fermentés, je prends de la choucroute, etc. Je ne fais pas une grosse assiette de choucroute. Pire, je ne vais pas me faire choucroute, lentilles, poireaux. Ça a un non-sens. Vous voyez, c'est plutôt des astuces comme ça que j'ai essayé de donner dans le livre. Après, il y a quelques recettes. Il y a aussi en Ayurveda des graines que l'on peut écraser. Par exemple, d'associer du fenouil avec coriandre, etc. Alors, selon les profils, j'ai même dit, vous pouvez faire le test en allant sur n'importe quel site pour voir quel est votre profil en Ayurveda et de savoir un peu le mélange de graines que vous pouvez écraser.
et d'avaler ça avant, pendant ou après le repas. Ce sont des graines qui aident à digérer. Donc voilà, c'est des astuces comme ça que j'ai partagées. De petits shoots citron, gingembre après le repas aussi, j'aime bien. Quand on a fini de manger, de se finir. On va pas se mettre du miel dedans, hein, on reste sur du ben oui, parce que le miel, potentiellement, il peut un peu faire fermenter pour C'est ça. certaines. Voilà, quelques astuces. Et puis, oui, j'ai dû donner quelques recettes. Voilà. D'accord, super. Le lait d'or que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, ouais, j'ai vu Le passer. lait de coco avec du curcuma, gingembre, etc. Voilà, il y a des boissons intéressantes. Après, donc, si vous voulez les découvrir, vous achetez le livre et vous les aurez et elles sont vraiment très bien. Vous partagez aussi dans le livre donc, ce que vous appelez un journal alimentaire. Alors, Mm. qu'est-ce que c'est et quel est l'intérêt de le faire? Alors, souvent, moi, les personnes, quand je les ai en consultation, après le premier rendez-vous, justement, je leur donne un modèle de journal alimentaire, peut-être un peu différent de celui du livre, pour qu'elles puissent être à l'écoute des symptômes. Donc, c'est de se dire, ben voilà, ce que j'ai mangé le matin, le midi, le soir, et puis quels sont les symptômes. Parce que parfois, c'est assez confus, où on en a eu un, et puis au bout de 4 jours, on a déjà oublié. Donc, c'est de se dire, ben, à chaque fois que j'ai mangé, euh, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai eu mal au ventre? Est-ce que j'ai eu Hmm. des ballonnements? Est-ce que, voilà. Et donc, de noter, et puis si possible, de noter l'heure, etc. Et pour mieux identifier quels sont les aliments qui sont problématiques. Parce que pour certaines personnes, souvent, c'est assez complexe. Elles vont vous dire, bah, moi, j'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté le lactose. En gros, elles mangent quasiment plus rien. C'est compliqué, mais il y a parfois un aliment qui était problématique, où on ne s'en rend pas compte. Et de faire le petit journal alimentaire permet en tout cas, enfin pour moi, de regarder, et même pour la personne d'avoir une trace. J'avoue que j'ai certaines personnes, quand elles font, j'appelle ça l'enquête alimentaire, quand elles la font, parfois elles veulent même pas m'envoyer, elles me disent ah non non non, j'ai vu comment je mangeais, j'ai trop honte et tout, je l'envoie pas. Je dis mais c'est pas pour vous juger, mais c'est juste une fois que c'est posé, elles voient, elles prennent conscience et elles se disent C'est vrai. oh, même j'utilise beaucoup de sucre. Hein. Alors là dans le livre j'ai fait un journal alimentaire simple, mais moi par exemple celui que je donne quand on vient me voir en consultation, que ce soit du riz, des pâtes, des riz, pâtes, enfin quel que soit le féculent, des gâteaux ou autres. Moi, j'ai une colonne qui s'appelle lactose et sucre, glucides, etc. Juste pour certaines catégories de personnes, quand elles ont besoin de perdre du poids, elles ne se rendent pas compte que en fait, elles mangent beaucoup de glucides. Donc, il y a des bons et des mauvais. Enfin, bons et mauvais, j'aime pas dire ça. Il y a certains qui vont être plus raffinés que d'autres. Donc après, on revient, on regarde sur la qualité des aliments, quel type de riz, semi-complet, complet, etc. Donc voilà, donc du coup, l'enquête alimentaire, je trouve que c'est un outil très intéressant. Du coup, j'ai mis aussi des propositions, comme ça, quand les personnes, elles veulent suivre pour un peu identifier les symptômes ou faire des rapprochements avec des aliments. Il y en a certains, quand je leur ai donné le protocole, par exemple, des FODMAP, et puis après, je mets le protocole et je l'explique dans le livre de sortie des FODMAP, etc. Donc après, elles arrivent à identifier, ben, elles disent, ah ben, finalement, j'ai compris que c'était, je dis n'importe quoi, les champignons qui passaient pas. Donc elles vont en manger moins, on travaille sur le microbiote, etc. Et parfois, ben, des champignons en toute petite quantité régulièrement, ben, peut-être au fur et à mesure, on peut le réintroduire. D'accord. Donc le journal alimentaire, il faut y penser. C'est un outil très important pour vous dans votre usage. Enfin, quand vous recevez donc les patients et enfin et aussi les clients donc et aussi pour les clients eux-mêmes quand ils ont ça à la Tout à maison fait, pour pouvoir suivre et tout à comprendre et fait. prendre un petit peu conscience aussi de leur alimentation. Donc vous le retrouverez dans le livre et c'est vraiment encore une fois c'est un livre très complet. Non, je vous remercie beaucoup parce que pour l'instant, c'est vraiment que du bonheur. Il y a beaucoup d'informations dans cette émission et je pense que les personnes qui sont arrivées jusque-là ont déjà beaucoup appris. On va maintenant passer à la troisième et dernière partie qui sera un petit peu plus courte, je pense. Longue dans les projets, bien sûr, mais courte parce que on a déjà bien
et vous avez bien dégrossi le sujet et je vous en remercie. Quels sont vos projets à l'avenir? Les projets. Bah déjà, je continue d'accompagner les personnes. Alors, j'avoue, je commence à avoir pas mal de monde. Je donne des cours déjà. Je donne des cours dans une école de naturopathie où justement je forme sur l'agriculture et l'alimentation bio et aussi sur l'écosystème intestinal. Donc voilà, peut-être, enfin, j'ai pas mal de mes élèves qui aimeraient que je puisse davantage sensibiliser sur le SIBO ou autre. Donc, je sais pas, j'étudie la piste de voir, parce qu'il y a les élèves, mais quel que soit le praticien, le thérapeute ou autre, je trouve que le SIBO est tellement peu connu. Voilà, je me pose la question de pourquoi pas interagir davantage avec un public professionnel, parce que j'aime bien la pédagogie. J'aime bien la formation pour peut-être transmettre ça. Et puis ça m'a pris du temps finalement à aller comprendre tout ce qui se passait dans les pays anglo-saxons et qu'on est quand même un peu en retard en France. Donc voilà, c'est une des pistes. Et On a un scoop. On a vraiment un scoop, super. Donc, voilà, une des pistes. Et puis, bah voilà, j'adore aussi la vulgarisation scientifique, etc. Donc, peut-être continuer à travailler dans ce domaine-là, pas être que dans la consultation, mais vraiment à interagir avec plutôt peut-être un professionnel, un public un peu plus professionnel ou même du grand public, à voir. d'accord. Eh bien, c'est super, vraiment parfait. Donc, c'est effectivement ça serait la suite logique, effectivement, par rapport déjà au travail que vous avez fourni. Et puis, de toute façon, la façon dont vous vous exprimez et dont vous l'expliquez, ça se voit qu'effectivement, vous maîtrisez le sujet et c'est vraiment un bonheur. C'est gentil. Euh, alors, donc là, je vais poser la question. Donc, quelle est la question que je n'ai pas posée? Ah, qu'est-ce que vous n'avez pas Vous posé? auriez, voilà, que j'aurais aimé que je Ou pose et que je qu'est-ce que n'ai pas j'aurais posé. voulu rajouter? C'est tellement complexe ce sujet-là. Non, moi c'est pas forcément une question, mais c'est vraiment de dire parce que souvent la question que les personnes me posent c'est en combien de temps ce sera réglé. Mhm. En fait, c'est très variable d'une personne à une autre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, au bout de 3 mois, elles vont beaucoup mieux, tous les inconforts, tout va mieux. Voilà, c'est réglé. Et il y en a d'autres, ben, ça peut mettre des années. Et c'est très variable d'une personne à une autre. Donc, juste dire aux personnes, déjà, quand elles ont peut-être compris qu'elles avaient un SIBO, de ne pas se décourager. Parfois, le chemin, il est un peu long pour vraiment solutionner parce qu'il faut revenir à la cause. Et donc, est-ce que c'est l'estomac? Est-ce que c'est le foie? Parfois, c'est un peu un mix de tout ça. Donc, le temps de gérer un peu tout ça, d'aider à mieux soutenir le foie, de lever cette hypochloridrie, si jamais il y a une atteinte du complexe migramoteur et tout, enfin, de comprendre un peu tout ça, c'est vrai que ça peut être long. Et puis pareil, s'il y a vraiment une prolifération excessive des bactéries au niveau du grêle, les bactéries, quand elles sont détruites, entre guillemets, que ce soit par antibiotiques ou le simple fait de les affamer ou d'utiliser des plantes antimicrobiennes, les bactéries elles-mêmes, elles libèrent des endotoxines, donc massivement. Et ces endotoxines peuvent à un moment exacerber les symptômes pendant un petit temps, et après, ça peut aller. Et c'est vrai qu'il y a des gens, souvent, ils vont dire, bah, je comprends pas, ça s'amplifie, etc. Mais oui, mais parce que le corps est complexe et que ces micro-organismes aussi, bah, ils sont vivants et ils réagissent et on n'a pas la solution comme ça. Ce qui va marcher pour Paul ne va pas marcher pour Nathalie. C'est vraiment du à la carte personnalisé et il faut parfois être très patient. D'accord. Donc effectivement, vous avez raison. C'est vrai que c'est des sujets qui sont complexes et il faut souvent bon, ouais, prendre le temps de bien comprendre d'où viennent les problèmes parce que Mm-hmm. souvent c'est pas un seul problème malheureusement, mais c'est plusieurs. Vous avez tout à fait raison de Multifactoriel. souligner. Tout à fait.
En tout cas, vraiment, moi, je suis ravi d'avoir fait cette émission. Je sais pas si on appelle ça émission. Vraiment, ça a été Elle est très sympathique, merci. tout à fait super donc de bout en bout parce que je pense que aussi bien le public professionnel que le public que le grand public va y trouver son compte, j'en suis persuadé. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ou vous trouver? Alors moi, j'ai mon site internet déjà. Comment il s'appelle? Krotoum, c'est simple, krotoumkonaté.com, donc www.krotoumkonaté.com. D'accord. J'exerce à Paris, Port-Royal, dans le 17e, en cabinet. Je fais aussi des téléconsultations et voilà. Et puis de toute façon, sur mon site, il y a aussi mon téléphone. On peut m'écrire, c'est pas un souci. Je suis aussi, alors là, je vais essayer d'être un peu plus active. Effectivement, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn. J'avoue que je suis pas très active en termes de communication, mais je vais essayer de dérouler quand même un peu plus de connaissances autour du SIBO. Alors ça va être plus facile, je pense, sur les réseaux sociaux pour vraiment sensibiliser, puisque il y a eu l'écriture du livre. Maintenant, il faut quand même vulgariser et que les personnes se disent il y a peut-être cette piste aussi à creuser. Peut-être que c'est pas le cas, mais c'est le SIBO, mais c'est tellement plus large. De toute façon, dans le livre, vous verrez bien, quoi. Mais voilà, on peut retrouver facilement, on tape Krotoum Konaté, on le trouve facilement. D'accord. De toute façon, tous les liens donc du livre, donc du site de Krotoum, donc que l'on pourra trouver pour elle. Donc je vous les retrouverai dans la chaîne donc Pharmabiote donc sous la vidéo. Krotoum, je vous remercie infiniment vraiment d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous êtes encore en vacances et c'est très gentil. Ça a été vraiment un bonheur, un pur bonheur. J'ai lu votre livre, je vous ai écouté vraiment avec délectation. C'est très très intéressant et je pense vraiment que ça va aider déjà des personnes à mieux appréhender et comprendre le SIBO. Voilà. Merci à vous. Laisse conclure. Je conclue? Oui. Alors, merci en tout cas pour cette petite vitrine. Je suis très touchée. Merci en tout cas pour le retour par rapport au livre. Ça prend toujours du temps. On est un peu seul on est seul au début avec ces pages, etc. Bon, après, ma maison d'édition m'a bien soutenue. J'espère vraiment que il apportera un éclairage, soit pour les personnes qui sont concernées personnellement, ou alors elles se disent tiens, je vais peut-être l'offrir ou le recommander à une autre personne. Comme je l'ai dit, il s'adresse vraiment à du grand public, mais vraiment aussi des professionnels de santé. Vraiment, voilà. Même moi, en écrivant, j'ai appris des choses, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses, j'entendais tout, mais quand on est dans l'écriture, on est vraiment obligé d'assimiler la connaissance. Et voilà, il s'adresse vraiment à tout type du public, que ça peut être des personnes touchées ou en tout cas des personnes qui peuvent accompagner. Et donc, un thérapeute ou un médecin, un pharmacien ou autre, le simple fait de se dire « Ah, cette pathologie, ou en tout cas ce désordre digestif existe », et qui se manifeste par tel et tel et tel et tel symptôme, les causes possibles, c'est aussi lui qui pourra aussi orienter, ou déjà, comme si c'est un pharmacien, de commencer, par exemple, il ne donnera pas de probiotiques, si c'est le SIBO, ou en tout cas, si la personne... Déjà, oui, c'est vrai. J'ai pris des probiotiques, vous m'avez empiré mon problème, il peut peut-être se dire, peut-être que finalement, c'est un SIBO. Il faut y penser, ouais, tout à fait. Donc voilà, donc j'espère qu'il y aura un lectorat en face de ce livre. J'en doute pas un instant. J'espère. En tout cas, merci. Ok, eh bien, ceci conclut donc notre émission.